On va commencer dès maintenant ce webinaire. Euh, alors, on accueille aujourd'hui, excusez-moi, j'essaie de tout organiser après ça, Bernard Deschamps avec donc, sujet d'intervention inondation, cap sur une contribution des municipalités au partage des risques économiques. Alors, très rapidement, Bernard Deschamps est doctorant en sciences de l'environnement, expert en assurance municipale avec plus de 35 ans d'expérience. Il a piloté le Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Il détient une maîtrise de l'ENAP en administration publique. Et un certificat de deuxième cycle en comptabilité de l'Université de Concordia, donc l'ensemble de l'équipement nécessaire pour examiner cette question de comment les municipalités peuvent faire face à ces nouveaux risques. Et les formes aussi, moi, ce que j'ai très hâte d'entendre sur comment ces frictions entre municipalités qui résistent à l'idée qu'il y aurait des enjeux à long terme et tiennent à leur schéma d'aménagement tel qu'il existe. Donc, j'ai très hâte d'entendre parler de ces aspects de ce problème. Alors, sans plus tarder, je te lancerai, Bernard, je te laisserai commencer ta présentation. Je suis arrivé un peu sur les chapeaux de roue, désolé, j'étais très inquiet par les enjeux de connexion, c'est la première fois que je vis ça, donc ça me donne une petite nervosité. Je suis désolé, c'est pas mon genre habituel. C'est réparé, c'est réparé. Donc, je vais partager mon écran. J'ai quelques diapos. OK, parfait. Donc, peut-être juste pour faire une petite mise en contexte, là, on en a environ 30 minutes. J'ai quand même pas mal de matériel, fait que je vais passer rapidement sur le matériel, mais je voudrais quand même, avant de partir, là, expliquer que cette présentation-là, c'est essentiellement le troisième chapitre ou le troisième article d'une série de quatre qui va composer essentiellement la thèse, qui traite sur le rôle des municipalités là, dans le partage de risques d'inondation. Puis évidemment, on fait référence ici au partage économique. On sait que cette responsabilité-là de la gestion du risque d'inondation, c'est une responsabilité qui est partagée en divers paliers de gouvernement, autant le fédéral, le provincial, beaucoup, les MRC, les municipalités, puis aussi une série là, d'acteurs économiques, là, soit les individus ou les entreprises. Donc, ce n'est pas seulement que la responsabilité d'une partie, mais aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement là, aux municipalités. Et pour être capable je dirais, de déterminer une contribution des municipalités au partage du risque économique, encore faut-il estimer ce risque-là ou faire les calculs là, qui nous permettraient d'évaluer quelle serait la contribution, puis basée sur quoi. Je vais en parler un petit peu plus tantôt, mais essentiellement, les calculs qu'on a faits, ce sont des calculs qui sont basés sur les dommages à des résidences situées sur le territoire d'une municipalité. Donc, on va revenir là-dessus, là, mais on fait la somme de ces dommages-là, puis on dit, bon, toi, tu sais ce que tu représentes comme risque, ça devrait être ta contribution, à peu près la façon dont on réfléchit. Donc, dans la présentation, on va regarder évidemment les enjeux, là, les différentes problématiques, revenir un petit peu sur le rôle des municipalités dans la gestion du risque, regarder différents mécanismes aussi d'indemnisation, là, parce qu'il y a l'assurance, mais il y a aussi d'autres choses. Regarder en même temps comment on pourrait réduire ce risque-là, pour s'attarder surtout à un des éléments qui est le cœur de la présentation. Puis je vais présenter un petit peu très rapidement là, la méthodologie, comment on réussit à estimer ces dommages-là et comment on pourrait les faire partager là, ou faire contribuer les municipalités dans ces éléments-là. Je vais essayer de terminer aussi avec un petit bout de mon dernier chapitre parce que j'ai quand même rencontré des municipalités pour leur présenter ce modèle-là et j'ai voulu avoir un peu comment ils percevaient ça. Est-ce que ce serait acceptable de demander aux municipalités de partager davantage? Puis je vais présenter les résultats de ces entrevues-là à la toute fin. Donc, c'est quoi les principaux enjeux qui sont liés au risque d'inondation? Le premier enjeu, c'est la croissance des coûts. On le voit là. Puis il y a toutes sortes de choses dans les journaux là, qu'il faut faire attention aux données qui sont présentées, mais essentiellement, on voit que les coûts liés aux dommages, liés aux inondations augmentent de plus en plus, puis ça depuis 40 ans à une vitesse là, assez folle.
Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a évidemment l'impact des changements climatiques, là, avec les phénomènes météo extrêmes qui viennent contribuer aux dommages. Mais il y a aussi tout l'aspect des valeurs qui se retrouvent dans des zones inondables qui sont connues, des fois connues, puis des fois pas connues, parce que historiquement, on a installé du monde autour des cours d'eau parce que c'était tout simplement pratique. Puis on a développé une espèce d'attachement à notre territoire, ce qui fait qu'on développe de plus en plus, puis il y a de plus en plus de valeur dans ces zones-là. Donc, quand il y a une inondation, forcément, ça coûte plus cher. L'autre élément aussi qui est lié à la problématique, c'est l'augmentation des conséquences. Évidemment, il y a des conséquences sociales, des conséquences environnementales et aussi des conséquences économiques qui fait qu'avec le retrait des assureurs et le retrait des gouvernements, on se retrouve avec de plus en plus de monde qui vivent ce qu'on appelle un écart de protection. Donc, les programmes d'indemnisation sont de moins en moins généreux ou des fois pas du tout accessibles, ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de monde qui ne sont pas protégés financièrement. Et ça crée une série de problèmes. Et le dernier enjeu, c'est là-dessus qu'on va s'attarder aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé l'absence d'incitatif. Et on va le voir très bien, il y a les individus, mais surtout les municipalités, ont peu d'incitatifs à agir directement sur le rôle, sur le risque d'inondation, tout simplement parce qu'elles ne contribuent pas à ces indemnisations-là. On va voir ça ici. Bon, essentiellement, les municipalités, je viens de le dire, c'est une responsabilité qui est partagée. Il ne faut pas tout leur mettre sur le dos. Mais les municipalités ont quand même, appelons ça, 4 grandes responsabilités en matière de gestion du risque d'inondation. La première, c'est tout simplement la municipalité, à travers la loi, notamment la loi sur la sécurité civile, ont l'obligation d'offrir un environnement sécuritaire à leurs citoyens. C'est une première obligation des municipalités. Donc, ce qui fait qu'elles doivent réfléchir puis contribuer à réduire et atténuer le risque d'inondation. Le deuxième élément, ça touche tout l'aspect de la planification de l'utilisation des sols ou l'aménagement du territoire, puis tout l'aspect aussi des plans d'urbanisation. Et à travers ces schémas-là et à travers la loi, notamment la loi sur l'urbanisme, les municipalités ont cette obligation-là de tenir compte du risque d'inondation. On pourrait se questionner des fois sur l'intensité avec laquelle elles le font. Il y a plusieurs autres critères qu'une municipalité va utiliser là, dans le choix de ces schémas, mais essentiellement, de par la loi, elles ont cette obligation-là. Ils ont aussi l'obligation d'appliquer des règlements. Je fais, par exemple, référence à la loi sur l'environnement. Donc, ils ont l'obligation d'appliquer ces règlements-là. Et la quatrième obligation, c'est celle de sensibiliser leurs citoyens puis d'être prêts en cas d'inondation. L'autre élément, ici je vais passer rapidement, mais quand même, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a comme 3 types de mécanismes d'indemnisation, 3 mécanismes pour financer le coût des inondations. Il y a l'assurance, il y a l'aide financière qui vient des gouvernements. Essentiellement, les chèques sont faits par Québec, mais essentiellement, c'est le fédéral qui paye. Et ensuite de ça, il y a l'auto-assurance, comme j'expliquais tantôt, parce que les gens qui sont ni bien assurés, ni éligibles à ces programmes d'aide financière-là, se retrouvent à s'auto-assurer. Donc, quand il y a des dommages à leur maison, c'est eux qui doivent payer de leur poche. Et ça peut, encore une fois, causer toutes sortes d'enjeux. Puis quand on regarde, c'est quoi les solutions pour réduire le risque? Bien, essentiellement, il y en a une tonne, c'est super simplifié. Mais la première, c'est de s'assurer que les gens qui en ont besoin sont protégés financièrement. Quelqu'un qui a une grosse maison sur le bord de l'eau, qui a choisi de s'installer là, a peut-être moins besoin d'être indemnisé que quelqu'un que c'est son seul actif, puis qui dépend de ça là, pour sa retraite. Donc, il faut être capable d'adapter la protection financière en fonction des besoins des gens. L'autre élément pour réduire le risque ou réduire les conséquences, c'est de développer des outils de résilience. Présentement, on se retrouve avec un parc immobilier qui occupe à peu près 90% des zones inondables. Donc, les zones inondables sont déjà occupées par un parc immobilier pour la raison que j'expliquais tantôt.
notamment pour l'attachement au territoire, le fait qu'on a développé le long des cours d'eau, etc. Foule de raisons, mais aujourd'hui, les gens sont dans les zones inondables en grande partie. Donc, il faut développer des outils là, pour rendre ces communautés-là, puis ces maisons-là plus résilientes. Et la troisième solution, et c'est encore une fois, je reviens au cœur de la présentation, c'est de développer des incitatifs pour que les gens se préoccupent de ce risque-là, qui présentement font supporter à l'État. Donc, c'est le contribuable qui paye, peu importe où il est situé. Quand il y a une inondation, c'est le gouvernement du Québec, encore une fois, via le fédéral, qui fait des chèques, ou c'est l'assureur, via l'ensemble des assurés, qui fait des chèques aux gens qui sont sinistrés. Donc, et ces gens-là ont peu de raisons d'améliorer leur sort. Puis là, on pourra en jaser tantôt, là, c'est un autre sujet, mais ils ont peu de raisons d'améliorer leur sort parce qu'ils reçoivent l'indemnisation pour leur permettre de reconstruire au même endroit de la même façon. Donc, pour réduire le risque, il faut qu'on ait des mécanismes qui sont incitatifs. Et ça, c'est toute l'hypothèse de la thèse au complet, de mes travaux au complet. C'est que si on faisait contribuer les municipalités à ces indemnités-là, bien, ils seraient davantage incités à réduire le risque parce que présentement, les municipalités ne contribuent pas. Bon, comment on fait, puis là, je vais aussi être rapide là, parce qu'il me reste 15 minutes, mais comment on fait pour calculer les dommages qu'une municipalité fait supporter à l'ensemble des contribuables québécois? Il y a plusieurs méthodologies qu'on pourrait utiliser. Une qui existe ici au Québec, qui est utilisée aussi par le ministère de la Sécurité publique, c'est l'utilisation de courbes d'endommagement. On appelle ça des courbes de dommages qui nous permet d'établir un lien entre la hauteur d'eau et de dommages que cette eau-là va causer au bâtiment. Les dernières courbes disponibles qui existent au Québec, ce sont les courbes qui ont été développées par un chercheur qui s'appelle Bernard Doyon et Myriam Jean, deux chercheurs. Bernard a fait sa thèse de doctorat sur ça. Et on a établi un lien direct entre, encore une fois, la hauteur d'eau, c'est la figure que vous voyez là, vous montre une maison, un schéma de maison avec la hauteur du sol et la hauteur de submersion. Donc, ces courbes-là nous permettent d'établir un lien, encore une fois, entre la hauteur d'eau et le dommage. Et ça, c'est basé sur des indemnisations du ministère de la Sécurité publique. Et dans ce cas-là, plus spécifique, c'était les indemnisations des inondations du Richelieu en 2011. Donc, à partir des indemnités, on a regardé l'indemnité, on a regardé la hauteur d'eau, on a regardé la valeur au rôle du bâtiment. On a fait une relation tout simplement pour développer des points sur ces courbes-là. Et Bernard Doyon et Myriam Jean ont développé une série de 12 courbes pour ça. Donc, ce sont ces outils-là qu'on utilise pour estimer les dommages annualisés moyens sur un territoire d'une municipalité spécifique. Bon, comment ça se fait dans la pratique? Bien, essentiellement, les inondations, on peut les regarder pour chacun des événements, là, ce qui est encore très populaire là, dans le jargon d'aujourd'hui, c'est qu'on va parler d'inondation dans une période d'occurrence de 0-20 ans, par exemple, ou une inondation dans une période d'occurrence de 20-100 ans, etc. Essentiellement, ce que c'est que ce ne sont que des statistiques. On sait qu'une inondation, par exemple, 0-2 ans, a une chance sur deux de se produire à chaque année. Donc, il y a une probabilité de 50 Et à chaque probabilité ou à chaque occurrence, on est capable de mesurer la hauteur d'eau qu'il va y avoir sur ce terrain-là spécifique. Je ne sais pas si c'est clair cette affaire-là, mais essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, OK, pour une occurrence, par exemple, 20 ans, on va dire, ce bâtiment-là, il va y avoir, je dis n'importe quoi, là, 1 mètre d'eau qui va atteindre le solage de cette maison-là. Bien, à ce moment-là, quand on regarde les courbes d'endommagement, on va voir que le dommage événementiel, ça va être le taux d'endommagement qui est sur la courbe, qu'on voyait tantôt, multiplié par sa valeur. Et dans le cas de l'utilisation des courbes de dommages de Bernard Doyon, on utilise la valeur foncier, donc la valeur au rôle, parce que c'est une valeur qui est facilement disponible. Il y a beaucoup
de discussion là, sur l'utilisation de la valeur au rôle, mais essentiellement, c'est un ratio qu'on se donne. Donc, un coup qu'on a calculé ces dommages-là pour chacun des événements, on vient multiplier les événements par leur probabilité. Présentement, il y a beaucoup de discussions, là, je ne vais pas trop m'éloigner, mais présentement, il y a beaucoup de discussions sur les nouvelles zones de 350 ans que le gouvernement essaie de mettre en place, parce que les gens ils se disent, ben 350 ans, la probabilité est tellement faible qu'on ne sait même pas pourquoi on devrait considérer ça. Fait que c'est important de, 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 de regarder chacun des événements puis le multiplier par sa probabilité. Et là, on fait la somme de tous les événements multipliés par leur probabilité spécifique. Par exemple, 0-100 ans, c'est 1%. Donc, on multiplie tout ça et ça nous donne un dommage annualisé moyen pour une résidence spécifique parce qu'on sait que cette résidence-là va être inondée, par exemple, à 30 cm une fois ou 2 ans, 60 cm une fois ou 100 ans, etc., etc., etc. Fait qu'on multiplie tout ça, puis ça nous donne le dommage annualisé moyen de cette résidence-là. Et ensuite de ça, on fait tout simplement la somme de toutes les résidences et on obtient un chiffre, mettons 100 parce qu'il y a 10 résidences à des dommages annualisés moyens de 10 par année pendant 10 ans. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on calcule les dommages. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les résultats. Je vais juste vous parler avant d'arriver aux résultats de ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un échantillon qui sont 3 municipalités, dont les caractéristiques sont celles-là. C'est 3 municipalités avec au total 17 000 résidences, 17 000 bâtiments résidentiels qui sont divisés en trois. Là, on voit là, la municipalité 1 qui est un petit peu plus petite que les autres, en fait à peu près le tiers des deux autres, 2540 bâtiments résidentiels pour un total de 17 000 là, à la fin. On s'aperçoit aussi que dans l'échantillon, la valeur moyenne au rôle des résidences de la petite municipalité ou de la municipalité 1 est de 290 000 par rapport à 400 000 puis 370 000 pour les deux autres. Donc, on voit là, que cette municipalité-là, non seulement est plus petite, mais elle est un peu plus pauvre aussi parce que sa valeur moyenne de chacun des résidences est un peu plus faible que les autres. Donc, ça nous donne une idée un peu du profil de l'échantillon, dans le fond, qu'on a utilisé pour faire les calculs. Là où ça devient intéressant, c'est que quand on regarde les résultats de ces calculs-là, on voit, la première chose qui attire notre attention, c'est qu'on voit que la municipalité 1, qui était la plus petite, 91% de son parc immobilier résidentiel est exposé. Donc, ça, c'est une donnée qui est super intéressante. Et c'est le fun parce que après qu'on ait publié ça, le maire de cette municipalité-là est sorti dans les journaux en disant que ça n'avait pas de bon sens parce que sa municipalité était exposée à 97%. Fait que notre 91 était quand même pas loin là, de la vérité. Donc, ça donne quand même une très bonne idée. On voit par contre que la municipalité 3, elle, est très, très peu exposée parce que seulement 4% de son parc immobilier résidentiel serait inondé s'il y avait des inondations en fonction des occurrences qu'on a choisies. Donc, ça, c'est super intéressant. L'autre chose qui est le fun aussi de regarder, faut faire attention pour regarder les chiffres absolus parce que ça reste des chiffres absolus, là. Mais ce qui est intéressant, c'est, encore une fois, c'est de regarder le taux d'exposition annuel. Ce que ça veut dire, ça ici, le 0,97%, ça veut dire que cette municipalité-là, annuellement, risque de subir des inondations qui vont lui coûter presque 1% de sa valeur foncière totale. Donc, on voit très bien que cette municipalité-là est dans le trouble. C'est un endroit où il faut vraiment faire quelque chose, alors que la municipalité 3 est beaucoup moins exposée à 0,02. Et ça veut probablement dire que les assureurs n'auront pas de problème à assurer les résidences dans cette municipalité-là parce que le risque est très, très faible et il peut être facilement financé par des programmes réguliers. Donc, le fait de faire l'exercice de calculer la contribution avec un échantillon comme celle-là, ça nous permet justement de discriminer d'une municipalité à l'autre, puis de voir à quel endroit on devrait commencer à travailler
plutôt que d'essayer de disperser nos efforts à des endroits où les résultats vont être relativement mitigés. Donc, c'est un petit peu ça qu'il faut retenir. L'autre chose qui est intéressante aussi dans les résultats, c'est qu'on a regardé la distribution des dommages en fonction des résidences. Là, vous vous souvenez, on avait 4000 résidences. Donc, pour ces 4000 résidences-là qui sont inondées en moyenne à chaque année, on a regardé et on s'est dit, bien, ils se situent où? Est-ce que ces maisons-là qui sont inondées sont toutes inondées de la même façon? Bien, la réponse, c'est non. Il y a 68 des résidences qui sont théoriquement inondées à tous les ans, pour lesquelles les dommages sont inférieurs à 1 de la valeur foncière de la maison. Donc, si on prend une maison de 500 000 68 de ces maisons-là, le dommage va être inférieur à 5 000 par année. Donc, c'est en train de nous dire que c'est pas si grave que ça. Fait qu'au lieu de réfléchir à déménager un quartier au complet parce qu'il est inondé, il y a peut-être une série de bâtiments qu'on peut conserver peut-être en mettant quelques éléments là, de résilience. Je vais donner l'exemple au numéro 2. Mais, somme toute, 68 des maisons peuvent rester là, puis ce n'est pas vraiment un problème. Donc, ça, c'est super intéressant parce que souvent, dans le discours qu'on entend, quand c'est une zone inondable, il faut sortir tout le monde, puis ce n'est pas nécessairement vrai avec les calculs que j'ai faits. L'autre élément qui est intéressant aussi, c'est que dans l'article, on s'est amusé à faire deux scénarios. Le premier scénario, on s'est dit, regarde, on va surélever les rez-de-chaussée parce qu'on l'a vu tantôt, là, je vais passer rapidement, on a vu tantôt que les courbes de dommages sont établies en fonction de la hauteur du rez-de-chaussée. Fait que si on réussit à augmenter la hauteur du rez-de-chaussée, dans ce cas-là, on l'a augmenté de 60 cm, bon, on s'est aperçu que on réduisait les dommages de 14 et ça touchait 18 de ces bâtiments-là. Donc, si on prenait les 18 des bâtiments dont le taux d'endommagement est entre 1 et 6 puis qu'on appliquait une mesure, parce qu'on pourrait avoir une série de mesures, bien là, on viendrait réduire les dommages de 14 Par contre, quand on regarde les gens qui sont fortement endommagés, donc plus que 6 ça, c'est 14 des 4000 bâtiments de l'échantillon. Bien, ceux-là, c'est difficile de justifier de rester dans la zone inondable parce qu'on sait que c'est impossible de financer ce genre de dommages-là parce que c'est des dommages à répétition. Et ceux-là, dans ce cas-là, il faudrait économiquement, parce qu'il y a toutes sortes de considérations, mais il faudrait qu'économiquement, on déménage ce monde-là. Okay? Je ne sais pas si on pourra revenir à certains éléments de ça. Maintenant, on arrive à la dernière section de la présentation. Comme je l'ai dit au tout début, l'hypothèse de départ, c'est de dire que les municipalités ne participent pas au mécanisme d'indemnisation et c'est ça qui fait qu'on va prioriser autre chose. On va généralement prioriser le développement urbain, semi-urbain, mais on va, dans nos schémas d'aménagement, on va un peu, là, je peux faire attention à mes propos, mais on va un peu fermer les yeux sur le risque. Si nos cartes de zone inondable nous indiquent pas que c'est une zone inondable, parce que là, présentement, on travaille avec des cartes qui ont à peu près 20 ans. Donc, si nos cartes ne nous disent pas que c'est une zone inondable, on va développer le territoire comme s'il n'y avait pas de risque. Alors que dans les faits, il pourrait y avoir un risque. La preuve qu'il peut y avoir un risque, c'est que les nouvelles cartes qu'on anticipe, là, qui ne sont pas encore publiques, vont intégrer les zones qui ont été inondées en 2017-2019 et 54 de ces zones inondées-là n'étaient pas sur les cartes de zones inondables qui existantes, qui datent de 18-20 ans. Donc, on peut s'attendre à ce que les nouvelles cartes, pas s'attendre, c'est sûr que les nouvelles cartes vont inclure ces zones-là, plus probablement d'autres éléments. Donc, on sait que les zones inondables vont être élargies là, de façon importante. Mais tout ça pour dire que quand j'ai posé la question aux municipalités, est-ce que vous croyez que le fait de contribuer au risque, donc avoir on dit en anglais, un skin in the game, d'être impliqué dans le mécanisme d'indemnisation,
ça aurait pour effet de vous inciter davantage à prioriser ce risque-là, au moins à internaliser le coût du risque dans vos schémas d'aménagement, puis dans votre réglementation, basé sur 35 personnes que j'ai interviewées, donc 23 municipalités, 8 MRC, puis 4 personnes à l'extérieur des municipalités. La grande majorité m'ont dit c'est une fausse bonne idée. Puis, essentiellement, c'était la réaction des gens. Ils m'ont dit, 49% des gens m'ont dit pas vraiment d'accord avec ça. Je ne pense pas que le fait qu'on paye, on soit davantage incité. Puis je vais donner des raisons après. Il y a 37% qui disent oui, peut-être, mais ça dépendrait beaucoup des conditions, donc un peu mitigé. Puis il y en a 14%, 5 qui m'ont dit ah, c'est une bonne idée, je pense que les municipalités agiraient de façon plus proactive si on est obligé de payer. Puis quand on a eu ces discussions-là, c'est des entrevues d'environ 1 heure là, avec les 35 personnes. Quand on a eu ces discussions-là, on a voulu mesurer 5 éléments essentiellement. Le premier, c'est l'incitatif à l'action. Encore une fois, c'était le cœur de la discussion. Si je te fais payer, est-ce que tu vas faire plus attention? Essentiellement, c'était ça. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, ça va nous sensibiliser davantage. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit, Bernard, quand même que tu nous ferais payer, nous, on n'a pas de contrôle sur la gestion du risque d'inondation. C'était un peu une surprise pour moi, mais c'était une réponse qui est revenue assez souvent, particulièrement parmi les 49 et les 37%. Ensuite de ça, on a abordé aussi la question de l'équité. Parce que là, présentement, ce sont les contribuables qui assument, contribuables et les assurés, à travers les programmes d'assurance, ce sont les contribuables qui assument 100% du risque, nonobstant leur niveau de risque. Donc, quelqu'un qui vit sur le haut de la montagne paye le même prix que celui qui vit sur le bord de la rivière et qui est inondé régulièrement. Donc, il y a une forme d'inéquité dans ce système-là. Puis, on voulait voir comment on serait capable, avec une contribution municipale, de rétablir un peu l'équité entre les différentes parties prenantes. Il y en a qui m'ont dit, oui, c'est une bonne idée. Puis d'autres qui m'ont dit, de toute façon, ton système est tellement compliqué, là, ton évaluation, ton estimé de dommages est tellement compliqué, ça va être contesté, personne ne va être d'accord, ça ne marchera pas. Après ça, on a regardé, bon, financièrement, c'est-tu possible? Parce que là, les municipalités, ils se plaignent toutes, puis avec raison, ils se plaignent toutes qu'ils n'ont pas d'argent. Fait que, on leur a posé la question, c'est-tu faisable financièrement? Les gens, particulièrement les d'accord puis les mitigés, m'ont dit, Bernard, ça ferait du sens si ces contributions-là, ces fonds qu'on pourrait collecter là, seraient utilisés pour réduire le risque au lieu d'indemniser. Ça m'apparaissait quand même assez intéressant. Par contre, il y a d'autres municipalités qui étaient complètement contre, qui disaient, regarde, si tu nous fais payer pour ça, ça va nous empêcher de développer d'autres choses, puis on a d'autres priorités que la gestion du risque d'inondation. L'avant-dernier point, c'était sur la responsabilité citoyenne, qui est super intéressant aussi, parce que, évidemment, quand tu fais contribuer une municipalité, bien, le calcul qu'on fait, c'est sur des dommages à une résidence spécifique. Donc, c'est clair que l'individu peut atténuer ces dommages. Fait que, on se disait, bon, est-ce que les citoyens devraient être responsables de ça? Puis les gens disaient, bien, le fait de les faire payer, ça va nous permettre de les accompagner davantage dans les mesures de résilience, puis globalement, ça va réduire notre risque. Alors que les gens qui étaient opposés nous ont dit, ah, c'est tout simplement un transfert, une taxe additionnelle qu'on met sur le dos des citoyens. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et finalement, un des enjeux qu'on retrouve aussi dans la littérature puis partout, c'est la difficulté ou l'absence de collaboration entre les parties prenantes. Il y a beaucoup de monde impliqué, j'en ai pas parlé tantôt, mais il y a beaucoup de monde impliqué dans la gestion du risque d'inondation. On a parlé des différents paliers de gouvernement. Juste au Québec, là, il y a le ministère de la Sécurité publique, il y a le ministère des Affaires municipales, le ministère de l'Environnement, il y a le transport. Il y a beaucoup de monde qui se mêle de ça, puis les gens ne se parlent pas tout le temps. Fait qu'il y a... Puis entre MRC et municipalité non plus, le discours n'est pas toujours fluide. Fait que c'est super complexe. Il y a 1107 municipalités au Québec qui ont ces responsabilités-là. Il y a 87 MRC. Il y a 40 bassins versants, organismes de bassins versants. Il y a beaucoup de monde qui fait que la collaboration est complexe. Donc, les gens me disaient, ah oui, si on était obligé de payer, peut-être que ça nous forcerait à collaborer davantage.
Puis il y en a d'autres à l'opposé qui m'ont dit, regarde, Bernard, ça va simplement générer des conflits d'intérêts parce qu'il y a des municipalités qui vont en profiter, puis d'autres qui vont payer pour les autres. Donc, long laïus là, pour expliquer la position des municipalités sur l'idée de les faire payer. Puis, en terminant, en conclusion, moi, j'ai pas, tu sais, mon hypothèse avec ces entrevues-là, mon hypothèse n'a pas été validée, mais il en demeure pas moins que les municipalités ont un rôle à jouer qui est super important. Puis quand j'écoutais les objections des gens qui étaient plus ou moins d'accord avec l'idée de contribuer, euh, dans les raisons que les gens évoquaient, évidemment, il y avait la complexité du système là, d'établissement des cotisations, des contributions. Mais ce qui est revenu souvent, c'est que les municipalités ont l'impression qu'elles ont peu de contrôle sur le risque parce que tout ce qui est matière de gestion du risque d'inondation, c'est dans des lois ou dans des règlements imposés par Québec et ça leur donne très, très peu de marge de manœuvre pour agir sur le risque. Et que c'est une des raisons qui est ressortie, je trouvais ça assez intéressant. L'autre chose qui est ressortie très fort, c'est le fait que le risque qui existe aujourd'hui, c'est un risque qui est hérité des actions qu'on a posées ou des gestes qu'on n'a pas posés depuis 40 ans, depuis même 100 ans. Parce qu'encore une fois, les zones inondables ont été développées autour des cours d'eau beaucoup. Et à l'époque, même avant 1987, il n'y avait rien, il n'y avait aucune restriction pour développer les cours d'eau. Donc, au fur et à mesure que le temps a passé, les lois et les règlements ont évolué, mais il en demeure pas moins que le parc immobilier, il est déjà là, comme je le disais tantôt, que les gens ils disaient, moi, ça va me faire contribuer à la hauteur de mon risque, mais ce n'est pas moi qui ai pris cette décision-là du risque. Donc, on devrait tenir compte des décisions du passé dans l'établissement des contributions. Et aussi, en terminant, la chose qui est sortie beaucoup, c'est que là, il y a un contexte très particulier. Pour ceux qui sont familiers, là, le gouvernement du Québec a fait des consultations publiques sur la nouvelle réglementation. Il va y avoir de nouvelles cartes de zones inondables qui, un jour, vont être rendues publiques. Et ces cartes-là, comme je le disais tantôt, ont pour effet d'élargir considérablement les zones inondables, donc d'inclure de plus en plus de monde dans ces zones-là. Et la réglementation va être de plus en plus sévère sur ce que tu peux faire lorsque tu te situes dans une zone inondable, qu'elle soit faible ou très élevée. Il y a une espèce de progression là, de contraintes qui existent pour chacune de ces zones-là. Et ça, ça cause beaucoup d'émoi dans la population parce que les gens se disent, moi, si je me retrouve dans cette zone-là du jour au lendemain, ben, je ne serai plus assurable. Le gouvernement du Québec a déjà imposé des limites à vie sur son programme d'aide. Ça veut dire que je ne pourrais probablement pas renouveler mon hypothèque ou tout au moins pas pouvoir vendre ma maison parce que la personne qui va l'acheter ne pourra pas avoir d'hypothèque. Donc, ça vient mettre beaucoup d'émotions dans cette discussion-là. Que arriver avec l'idée de les faire payer pour des choses dont ils n'ont pas l'impression de contrôler, ben c'est un peu controversé. Voilà, je vais arrêter ici, puis on pourra revenir là, avec différentes questions et conclusions. Merci beaucoup. C'est très clair, très intéressant aussi. Je suis de retour maintenant un peu plus calme après le bug de tantôt. Alors, désolé encore une fois pour ça, Bernard. Là. Bon, Non, alors, maintenant. J'arrête le Est-ce qu'il y partage, aurait... Éric? Je vais arrêter le Pardon? partage. Est-ce que j'arrête le partage? Euh, J'étais pour commenter ça. Oui, on va arrêter le Oui? partage, quitte à ce que ça revienne. OK. Pour le moment, oui. Donc, on aurait... Mais donc, voilà. Alors, j'ai tout monté. Donc, on a du temps pour une discussion, on a du temps pour des questions, soit de clarification ou des commentaires. On peut soit y aller demander, lever la main ou utiliser le chat. Je vous encourage à lever la main, ouvrir la caméra pour poser votre question. Moi, j'ai bien aimé la conclusion, puis je vais peut-être juste partir là-dessus, puis laisser le temps aux gens d'arriver avec une formulation sur cette notion de risque irrité. Mais en même temps, la question que moi je me pose, c'est que
maintenant que c'est un risque hérité connu, en quoi la valeur foncière, elle est réelle ou en quoi la valeur foncière, elle est finalement un peu factice, là. Puis comment, avec les nouvelles cartes, ça va jouer cet aspect-là? Je parle même pas là, de pas assurable, là. Je parle de la certitude que ça va être inondé, qui a un impact direct, qui peut avoir un impact éventuel. Donc comment on gère cet enjeu-là d'une valeur foncière qui n'a pas tenu compte d'une réalité qu'aujourd'hui on connaît? C'est une première. Ben, en fait, c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui, c'est qu'on n'en tient pas compte. Quand, dans la réglementation qui est proposée, il n'y a aucune mesure d'atténuation de ces impacts-là qui sont proposés en même temps. Et ça, c'est une des critiques qu'on fait parce que, comme je l'expliquais tantôt, on peut se retrouver dans une zone inondable. Puis évidemment, là, chaque territoire mériterait là, qu'on fasse une évaluation. Mais quand j'ai présenté ces chiffres-là là, de 68 par exemple, à la CMM ou à la CMQ, ils m'ont dit, ben Bernard, nous, on arrive à peu près aux mêmes choses. Fait que, on a quand même une bonne partie de la population qui, même si se retrouve dans les zones inondables, pourrait quand même demeurer là, moyennant des petites mesures de résilience. OK? Et c'est ça que je pense qui manque présentement, parce qu'on pourrait minimiser l'impact de la baisse de la valeur foncière, autant pour le propriétaire que pour la municipalité. Parce que le jour où la maison ne se vend plus, ou elle se vend à 50 du prix, ben, la municipalité est obligée de revoir son évaluation foncière. Fait que tout le monde perd. Si on est obligé de vendre à rabais ces maisons-là puis les démolir, tout le monde perd. Il y a toutes sortes d'études, là. D'ailleurs, sur le point de publier un petit article là, dans la conversation, Michael Boudreau, Mathieu Boudreau et moi, sur justement l'impact là, des nouvelles zones inondables sur la valeur foncière. Il y a plein d'articles qui ont été publiés là-dessus, autant aux États-Unis qu'à l'Université de Waterloo. Très difficile de mettre un chiffre parce que dans le fond, les statistiques, on les a pas. Là. Mais c'est clair qu'on peut anticiper une baisse de valeur. Et probablement aussi des délais plus longs pour la vente. Puis baisse de valeur, pas juste parce que ça vaut moins cher, parce que c'est risqué, mais baisse de valeur parce que les gens qui vont vouloir acheter vont devoir payer comptant. Il y a des cas en Colombie-Britannique, là, c'est un dossier que j'ai suivi de plus près là, en 2021, où après les inondations, il y a des gens qui ont voulu vendre leur entreprise. Puis comme il n'y avait aucune banque qui était prête à financer, bien, les gens ils sont restés prêts avec. Parce que c'est rare les gens qui payent cash pour acheter quelque chose, ça. Surtout quand on parle de millions de dollars de valeur. Fait que c'est difficile de mettre un chiffre, puis c'est difficile de démêler l'émotion avec la réalité. Mais moi, ce dont je suis convaincu, c'est que si on met des mesures d'atténuation, c'est pour ça qu'on a lancé l'idée d'avoir une espèce de certificat de résilience pour les résidences qui pourraient se qualifier, une espèce de certificat de résilience pour les gens qui voudraient se qualifier en disant, OK, si tu fais A, B, C, ça pourrait améliorer ton sort, puis ton taux de dommage va baisser de, mettons, 6 à 4 qui devient acceptable. Bien là, à ce moment-là, tu peux rester dans cette zone-là, puis tu peux demeurer assurable et tu peux avoir des prêts hypothécaires accessibles. Donc, mais cette réflexion-là, on ne l'a pas fait encore, malheureusement. J'aurais une question de suivi, mais je voudrais pas monopoliser la discussion, donc je ne sais pas s'il y a des gens dans le Zoom qui veulent se manifester pour poser une question, mais sinon, je vais y aller avec ma question de suivi. Oui, j'ai une question. Super! Allô, Rivelli, bonjour! Bonjour, excusez, ma caméra ne fonctionne pas aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc, mais au moins, vous m'entendez? Oui. Ok, super. Bernard, merci pour ta présentation. Tu sais que ton sujet m'intéresse beaucoup. Parce que je pensais en fait que j'étais dans une zone inondable jusqu'aux récentes cartes. Par magie, ma maison s'y est pas retrouvée. Pourtant, j'ai été inondée 3 fois. Mhm. Euh, Mais la rue en arrière de nous, elle est sur la... Mais je ne sais pas si tu as vu les nouvelles cartes. Il y a des nouvelles cartes qui sont sorties très récemment, là, en fin d'année Ouais, 2000.
Ouais, c'est des cartes préliminaires que la CMM a produites, mais Mhm. ce ne sont pas des cartes officielles. Mais tu sais, ma question, c'est justement ben, les nouvelles maisons qui apparaissent sur ces cartes-là, comme tu disais tantôt dans ta présentation. Tu vois, ces maisons-là qui n'étaient pas sur les anciennes cartes et qui se retrouvent sur la nouvelle. Ben, on est allé à la séance d'information avec notre ville. Il disait, ben, Mm. si tu es sur la carte, tu peux plus rien faire, tu peux plus faire de réno, tu peux plus. Il y a plus Mm. rien que tu peux faire dans ta demeure. Mais tu n'as pas d'autre option. Tu as zéro option. Donc, on ne te dit pas quoi faire. Tu ne peux pas la vendre, tu ne peux pas la rénover parce que tu ne peux plus avoir de permis pour rénover Mm. et tu peux rien faire. Mais je ne sais pas si, comment tu vois cette situation-là. Je sais que c'est peut-être des analyses plutôt sociales qu'il faut faire, mais il y a quand même des gens qui sont dans cette situation où ils ne savent pas quoi faire. Mm. C'est, Non, mais comment est-ce que tu envisages, est-ce que tu as envisagé cet aspect-là dans ta recherche ou voilà. non, parce que c'est un sujet en soi, là. Tout comme toi, j'aimerais ça terminer un jour. Mais clairement, dans les travaux parallèles à ça, tu sais, il y a beaucoup de réflexions que je fais avec Michel Leclerc, là, qui est un chercheur aussi à ex-INRS, là. On réfléchit beaucoup à ça, puis l'idée du certificat de résilience vient en grande partie de lui, là. Et on se disait, pour pouvoir atténuer les impacts de cette nouvelle cartographie-là, il faut qu'on propose quelque chose aux gens et il faut qu'on mette en place des mesures incitatives pour qu'ils puissent arriver à ce niveau de résilience-là qu'on juge acceptable. Bon, dans la pratique, c'est un gros mandat, mais je reviens au début de ma présentation où je présentais que 3 municipalités, dont une est fortement surexposée. Bien, peut-être qu'il faudrait commencer par ces municipalités-là qui sont fortement surexposées et développer un modèle, une espèce de fiche de résilience, puis voir qu'est-ce que ça donne. Le risque zéro n'arrivera jamais. Puis là, on est en train d'essayer de gérer le risque zéro. Alors que dans les faits, le risque, lui, n'a pas changé. Parce que tu es sur une carte, tout d'un coup, le risque, lui, n'a pas changé. Là. Hier, tu n'étais pas sur la carte, tu étais correct. Aujourd'hui, tu es sur une carte, tu n'es plus correct. C'est un peu ridicule. Fait qu'il faut réfléchir à comment on permet à toutes ces personnes-là, en investissant un petit peu, mais en ayant des incitatifs financiers, ça peut être des conduits de taxes, on peut imaginer plein d'incitatifs qui permettraient à ces gens-là d'améliorer la résilience de leur résidence et de dormir tranquille, puis de dire, OK, regarde, moi j'ai fait ce qu'il fallait, là. On fait la même chose avec l'incendie, là, on met en place des normes qui fait que la maison est plus résistante ou moins dangereuse. On a interdit certains matériaux, par exemple, à travers les années. Et on peut faire exactement la même chose avec les dommages par l'eau, mais on ne l'a pas fait, malheureusement. C'est pour ça que nous, du côté, là, j'ose me qualifier de scientifique, là, mais du côté scientifique, on essaie de réfléchir à ça, puis de proposer des choses pour que les élus prennent ça en main, puis disent, OK, là, c'est correct, là, on est tous d'accord pour communiquer le risque, mais un coup que tu l'as communiqué, il faut accepter de vivre avec aussi, puis il faut avoir des mesures qui nous permettent de vivre avec ce risque-là. Mhm. Ben, merci beaucoup, Bernard. Merci à J'espère que toi. les politiques vous écoutent. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, j'ai toujours ma question en réserve que je me suis gardée, mais qui va dans le même sens que celle de Rivelli, mais qui pousse un peu plus loin. Ben, moi, j'aurais deux questions par rapport. Ben, c'est une question, mais à deux volets là, sur la question, sur ces certificats de résilience. Je trouve ça intéressant. D'autant plus que, comme tu l'expliques, là, ça impacte une quantité significative. C'est 68%, je pense, donc, dans le modèle Peut-être, d'analyse. oui, peut-être même plus, là, parce que, tu sais, c'est parce que la façon dont on a discriminé ça, là, c'est les moins que 1% de la valeur foncière. Ouais. Parce que c'est arbitraire, là, tu sais, on aurait pu dire 1,2, 1,5, c'est un peu arbitraire. Mais l'idée, c'est de dire, comme il y a peu de dommages annualisés, ça prend des petites mesures pour réduire ces dommages-là quasiment à zéro. Bien ça mérite un certificat de résilience, tu sais, parce qu'un assureur, il va le prendre, ce risque-là.
OK? Ben, moi, c'est ça. Ma question, c'est comment, t'as trois volets, là, finalement, j'y pense, là. Mais c'est tout interrelié, là. Comment s'assurer que l'assureur va accepter cette nouvelle norme? Donc, est-ce qu'il y a un travail à faire de ce côté-là? Est-ce que c'est une réglementation qui va forcer les assureurs de reconnaître le certificat? Ça, c'est une première. Lié à ça, qui paye pour les mesures qu'il y aurait à faire? Est-ce que, en faisant un calcul un peu plus poussé, on arrivait à calculer le coût annuel que nous coûtent ces inondations au gouvernement du Québec, puis on se dit, ben ça, on fait un programme, puis on prend une partie de ce budget-là parce qu'on va sauver finalement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être calculé? Puis troisième aspect, comment faire pour pas qu'on ait comment éviter l'effet rebond, qui serait que les mesures de mitigation, d'atténuation, les mesures qui bâtissent la résilience d'une maison se transforment en augmentation de risque du voisin. Je pense au cas classique là, de soulever son terrain, qui est la réponse habituelle des gens. On m'a levé le terrain, puis là, ben, tu te ramasses à, pousser le problème en aval. Voilà, les trois. Oui, OK. Ben, tu sais, l'assurance va fonctionner s'il y a une perspective de profit. Ouais. Ça veut dire qu'on est capable d'estimer, grosso modo, là, tu sais, la fréquence et la sévérité. Là. Tu sais, combien de fois ça va arriver dans la vie d'un assureur, puis combien ça va coûter. Fait que, mais selon moi, c'est clair que la démarche qu'il faut faire vis-à-vis des assureurs, c'est de les sensibiliser à ça, parce qu'ils ont tout intérêt à conserver leur portefeuille. Là où je pense, moi, puis ça c'est mon opinion personnelle, je pense où la loi devrait être un petit peu plus encadrante, c'est de dire à un assureur, t'assures l'incendie, mais t'assures l'inondation. Okay? Parce que là, présentement, comme assureur, je fais du pick and choose, je choisis le risque qui fait mon affaire. Si je trouve que ton risque de refoulement d'égout est trop élevé, je ne t'assure pas, ou je t'assure avec une limite de 10 000 qui ne couvre même pas le déplacement de l'entrepreneur. Fait que, il faudrait ici, je pense que si on veut être sérieux, là, il faudrait qu'on trouve un mécanisme, parce qu'il existe différents mécanismes un peu partout dans le monde, là, mais il faudrait qu'on trouve un mécanisme pour assurer que quand tu es dans un territoire, ben, tu prends tout ou tu prends rien. Moi j'irais jusque-là. Puis qu'ils fassent de l'argent, je n'ai pas de problème avec le principe, mais tu ne peux pas juste prendre juste ce qui fait ton affaire. L'autre, là, j'ai perdu ton deuxième élément, excuse-moi. Le deuxième élément, c'est est-ce qu'on pourrait mesurer l'impact financier positif d'un programme de subvention qui aiderait ce 68% à faire sa Oui, mise à niveau, puis ça réduirait les coûts futurs de compensation que le gouvernement du Québec doit payer en cas d'assurance. oui, la réponse, c'est oui, mais ça reste quand même, tu sais, les estimés que j'ai faits avec les courbes de dommages, bon, ça a l'air bien scientifique, là, mais dans les faits, c'est beaucoup du travail d'artiste parce qu'il y a quand même beaucoup d'hypothèses qu'on pose derrière le parc immobilier. Donc, ça demande quand même un travail de moine là, un petit peu plus approfondi. Par contre, il y a des éléments qu'on peut certainement, puis il y a des organismes comme Architecture sans frontières ou le Centre Intact là, de Waterloo qui publient des fiches là, pour rendre notre résidence plus résiliente. Évidemment, on ne l'a pas testé dans la vraie vie. Là, on n'a pas inondé un quartier avec ces mesures-là pour voir c'était quoi la différence. Mais on est capable quand même, en portant des jugements d'experts, de venir réduire ces dommages-là. Fait qu'on pourrait refaire le même exercice de calcul en y intégrant des mesures d'atténuation qui viendraient réduire ces dommages-là. Quand on a surélevé, l'exemple, celle-là est trop facile, là, mais quand on a surélevé le rez-de-chaussée de 60 cm, on a vu que ça baisse. Si on avait surélevé d'1 mètre, ça l'aurait baissé encore plus. Fait qu'on est capable de démontrer que certaines mesures pourraient faire économiser. L'enjeu, c'est un acte de foi. Là. Les gens à qui j'ai parlé, justement, ça, je pourrais vous en parler longtemps, mais les gens à qui j'ai parlé pour mon acceptabilité de mon modèle, ils m'ont dit, c'est revenu souvent, Bernard, c'est de la folie, 350 ans, cette maison-là va être pourrie dans 350 ans, puis elle va avoir changé de place 3 fois. Pourquoi tu me la mets dans une zone inondable? Pourquoi tu me ferais payer pour ça? T'sais? Fait que il y a quand même un discours, puis il y a une façon qu'il faut approcher les gens qui peuvent agir sur le risque, c'est particulièrement les municipalités,
pour les convaincre que c'est dans leur bénéfice de garder la valeur foncière à son plus haut niveau possible et garder la municipalité la plus attractive possible. T'sais, quand on regarde des municipalités comme Sainte-Marie, Saint-Joseph, ils ont déménagé presque tout le monde du bord de la rivière. Là. Ben, ça crée des problèmes, ça. T'sais. Fait que, mais c'est difficile de convaincre les gens qu'il faut investir en prévention. C'est vrai dans tout. Là. Toutes les mesures de prévention sont difficiles à justifier. C'est plus facile à justifier quand c'est arrivé. T'sais. Là, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on a reconstruit une digue qui a coûté 400 millions. Là, tout le monde pense qu'ils sont en sécurité jusqu'à temps que l'eau passe par-dessus la digue la prochaine fois. Sainte-Marthe dans le lac, comme il faut Oui, dire. c'est ça. Ouais. Bon, encore une fois, je lance un appel aux participants participantes pour des questions. J'en ai quand même j'en ai toujours deux, trois. J'arrive à ma troisième, là. OK. Mais je vais laisser quand même un peu le champ libre. Je sais pas si Rivéli, toi, tu voulais revenir avec quelque chose, mais sinon quelqu'un d'autre, là. Audrey. Oui, je voulais revenir juste pour demander. Ah, Audrey, tu avais une question? Vas-y, Réveillé, j'irai après. Ah non, non, Audrey, vas-y, j'ai déjà parlé. Je te laisse, vas-y. Ben, c'était juste une petite question de curiosité par rapport justement aux personnes que tu as interviewées, Bernard, pour la question de l'acceptabilité de ton modèle. Donc, dans ton schéma, il y avait les élus, les officiers et les autres. Et c'est quoi la nature, les fonctions de ces autres-là? Justement, est-ce que les OK. assureurs faisaient partie de ça? Est-ce qu'il y avait d'autres types d'acteurs qui entraient dans cette catégorie-là? Non, j'ai parlé essentiellement à un avocat parce que je voulais aussi avoir une perspective de droit municipal, là, qui est quand même importante parce que, évidemment, l'encadrement, tu sais, quand la municipalité me dit moi, je ne peux rien faire, là, ben là, je pose la question, là, c'est-tu vrai, ça, qu'elle ne peut rien faire? Puis quand moi, je lis la loi, je m'aperçois qu'ils ont quand même beaucoup d'obligations. Avec, tu sais, oui, ils peuvent faire des choses. Puis je ne veux pas trop m'étirer là-dessus, mais c'est une des discussions qu'on a eues justement à propos de la réglementation. Puis moi, mon dada, c'est les sous-sols, là, tu sais. Puis je disais aux municipalités, ben oui, mais avez-vous un règlement qui interdit l'utilisation de certains matériaux dans les sous-sols, par exemple? Tu sais, moi, j'ai un ami là, qui vient d'être inondé. Là. Il y avait un beau plancher flottant, il l'a remplacé par un plancher flottant. Là. Fait que la prochaine fois, ça va être encore pareil. Puis je disais, ben, pourquoi on ne fait pas ça? Ah, ben, c'est parce que c'est moi qui le fais, puis ma voisine ne le fait pas. Je me mets en porte-à-faux. Il faudrait que ça vienne de Québec. Il faut que toujours, ils chialent que ça vient de Québec, mais il faudrait que ça vienne de Québec quand c'est des mesures qui sont impopulaires. T'sais. Après les inondations du mois d'août, le maire de Laval qui est sorti et qui a dit non, 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 jamais je vais interdire les sous-sols. Ça, c'est une réaction de politicien, là, je m'excuse. Là. Mais il n'a pas pensé avant de dire ça. Là. Parce qu'un jour, il va falloir les interdire, les sous-sols. Parce que c'est ça qui coûte cher. Et même si on ne veut pas les interdire, une chose est certaine, c'est que les assureurs n'assureront plus les sous-sols. Ça, c'est sûr. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Mais oui, donc ça, c'est un avocat. je me suis étiré. Une autre personne, c'est quelqu'un du gouvernement. Évidemment, je ne peux pas les nommer là, parce que les entrevues sont confidentielles. Et les deux autres personnes, ce sont deux profs à l'université, à l'extérieur de l'université, à l'extérieur de l'UQAM, qui sont des spécialistes dans le monde municipal, parce que je voulais avoir une perspective aussi un petit peu plus académique. Fait que toute cette, là, je vais peut-être dire son nom en disant ça, là, mais tout l'aspect de l'importance de l'attachement au territoire, par exemple, c'est un élément qui n'est pas soulevé beaucoup clairement comme ça par les municipalités, mais c'est sûr que ça a une influence très forte sur les décisions que les municipalités vont prendre. Fait que tu vois, ça, c'est un élément qui serait sorti de mon radar si je ne vais pas parler à ces gens-là. Là. Fait que c'est ça les quatre personnes essentiellement. Et Audrey, tu avais une question, puis moi j'ai mis un petit commentaire dans le chat juste avant en lien avec ce que dit Rivelli, puisque tu répondais Bernard, mais on peut aussi, puis ça au pôle Savie Résilience, c'est quelque chose qu'on encourage beaucoup de travailler avec certaines municipalités avant-gardistes qui veulent être des first movers dans le domaine, puis qui seraient prêtes on regarde ce qu'on a vu là, avec la question du gaz naturel, comment ça fait de boule de neige, mais en travaillant avec deux, trois municipalités qui veulent
aller de l'avant, ben là, c'est ça, ça crée un précédent, puis ça peut. Mais bon, je laisse Audrey ta question. Moi, j'en avais un autre aussi, très C'est différent. Rivelli qui voulait poser une question maintenant, je crois. Mm. Oui, oui, c'est ça. Audrey, tu as posé une partie de ma question. Je voulais justement savoir si Bernard avait parlé aux assureurs et c'était quoi leur point de vue. Et aussi, je m'interroge sur c'est quoi la capacité des municipalités à influencer sur justement les décisions fédérales. Parce que dans ta présentation, tu disais que les indemnisations, ça vient du fédéral. Alors, c'est quoi le lien entre les municipalités et le fédéral, c'est quoi leur capacité d'influence? Ben, on voit déjà qu'à leur niveau, ils sont pas très d'accord, mais si jamais on avait, comme Eric disait tantôt, une municipalité, deux, trois avant-gardistes qui veulent s'engager, qui veulent poser des actes, c'est quoi leur niveau d'influence au niveau fédéral? Ben, faut juste faire attention. Tu sais, le fédéral, au Québec, ailleurs, les municipalités ont des relations directes avec le fédéral dans le reste du Canada. Au Québec, on n'aime pas ça, on aime mettre un filtre entre les deux. Mais le fédéral, dans notre cas, ne joue que pour fournir de l'argent à la province pour payer les indemnités, puis aussi établir des normes. Comme par exemple la cartographie des zones inondables, il y a des normes canadiennes. Au Québec, on ne les aime pas, on a décidé de ne pas les suivre. Okay? C'est vrai dans à peu près tout, là. C'est vrai dans le logement, c'est vrai, bon, ça c'est un autre sujet. Fait que, mais, tu sais, la municipalité en soi, là, moi, où j'en suis dans ma réflexion, c'est que c'est sûr que ça prend de la cohésion. Puis je peux très bien comprendre qu'une municipalité ne veut pas se rendre inattractive parce qu'elle met trop de contraintes sur ses citoyens puis sur ses nouveaux citoyens. Fait que peut-être que les réflexions doivent se faire au niveau de la MRC à la place. Mhm, Mais moi, je demeure convaincu que ça, le système politique, c'est 4 ans. Hein. Mais je demeure convaincu que si tu veux rendre ta MRC attrayante dans le futur, il faut que tu la rendes sécuritaire aussi. Parce que les gens vont aller vivre ailleurs à un moment donné. Et, mhm, mais cette réflexion-là, c'est dur à faire. Puis ça revient à ce que je disais tantôt. À chaque fois que j'ai abordé l'idée de passer des règlements municipaux pour améliorer la résilience, etc., la réaction a toujours été, il faut que ce soit Québec qui fasse ça parce que moi, je ne veux pas avoir l'odieux de mettre des contraintes que je ne suis pas obligé de mettre. La loi ne m'oblige pas à le faire, je ne le fais pas. C'est mhm. ça la réaction du monde municipal. Et c'est pour ça que je suis un peu en désaccord avec le résultat de mes entrevues parce qu'on prend le monkey et on le transfère à Québec, puis quand on n'est pas content, il y a un peu d'incohérence dans la position du monde municipal. Puis là, je parle de façon générale, là, parce qu'il y a des gens qui sont très allumés et qui voudraient agir. Là. Euh, mais tu sais, je pense pas que la nouvelle loi va régler le problème. Tu sais, des lois, on en a depuis 87, là, on rend ça de plus en plus sévère et le risque augmente de plus en plus. Fait que je Mhm. pense que c'est pas là qu'est la solution. La solution, c'est vraiment, je continue de le croire, que si je suis imputable, je vais faire plus attention. Puis une façon de rendre les municipalités imputables, c'est de les faire payer quand le dommage survient. À ce moment-là, je vais être obligé, dans mon schéma d'aménagement, dans mes normes, de tenir compte de ce coût-là. Là, présentement, le coût, c'est le payeur de taxes, c'est le contribuable qui le supporte. OK. Merci, Bernard. Moi, j'aurais une autre question, Bernard. On a du temps un peu pour discuter. Tu nous as présenté de la manière dont les assurances s'adapteraient à cette norme. Parce que là, comme tu dis, ils font du pick and choose. Mhm. Euh, Puis là, tu dis, ben, on pourrait, avec un certificat de résilience, puis avec une loi peut-être plus resserrée, les forcer à faire t'assures le feu, t'assures l'inondation, puis je vois ça comme un genre de bottom-up, tu sais, on parle des assureurs au Québec, puis on se dit, ben, nous, on veut ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le mouvement contraire, top-down, où les réassureurs globaux intègrent de plus en plus les risques climatiques majeurs dans leur modèle, puis Mhm. les autres, ils disent, ben, nous autres, il y a des affaires que, no way, on fait plus.
Fait que là, tu te trouverais à mettre les assureurs québécois en sandwich entre le gouvernement qui dit, moi, je veux qu'on élève l'ambition, puis tu as les réassureurs, eux, qui disent inondation et feu, forêt, là, mais surtout inondation. Euh, on débarque de ça, on veut plus couvrir ça. Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce que c'est quelque chose qui... Puis tu connais le monde d'assurance beaucoup, donc pour ça, je te pose je profite de tes lumières. Bien, il y a, puis je vais faire juste une petite parenthèse. Il y a un organisme qui s'appelle Paris, qui est un organisme français, qui vient de produire un vidéo que je vais essayer de retrouver le lien, là, parce que c'est vraiment intéressant, où justement CCR, ils viennent de changer de nom, là, j'ai oublié comment il s'appelle maintenant, un des dirigeants de CCR est venu expliquer conceptuellement où on en est avec l'assurance. Puis, il parlait d'un modèle économique, d'un modèle socio-économique, puis d'un modèle social. Puis dans le modèle économique, c'est un modèle où tu peux transférer ton risque à un assureur privé, puis il va l'accepter parce que la perspective de faire de l'argent est là. Okay? Ça, c'est ce qu'on vit présentement avec l'assurance incendie, l'assurance auto, etc. Après ça, il nous a parlé du modèle socio-économique où, particulièrement en cas de catastrophe, l'État doit intervenir. C'est le cas en France, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Espagne, c'est le cas en Grande-Bretagne, où les assureurs privés offrent le produit, mais lorsque ce produit-là dépasse un certain seuil de coût, c'est l'État qui vient assumer, qui agit comme un réassureur, okay, qui vient assumer l'excédent de ce coût-là. Bon, tous les pays ont des modèles différents, mais avec des avantages, des inconvénients, mais c'est un modèle qui lui appelle socio-économique. Puis là où ça commence à être intéressant, c'est qu'il a commencé à dire, maintenant on se retrouve, on s'en va, on se retrouve, mais on s'en va de plus en plus vers un modèle social où ni l'État, ni le privé va être capable de supporter le coût des catastrophes. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué parce que ça va laisser beaucoup de gens sans protection. Ça faisait référence à mon absence de protection, l'écart de protection auquel je faisais référence en tout début. C'est ça qui est le problème qui s'en vient, selon moi. Puis, malheureusement, puis là aussi, ça n'a rien à voir avec ma présentation, mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec la concentration de la richesse, on est loin de trouver une solution à ça. Fait que, mais il y a moyen, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, il y a eu moyen d'intéresser les réassureurs en leur garantissant une espèce de plafond d'indemnisation en disant, OK, si ça dépasse ça, ça va dépasser ton seuil, parce qu'en assurance, on a un ratio de rentabilité, là. Le jour où je dépasse ce seuil-là, moi, État, je vais venir compenser. Puis après ça, bien, il y a d'autres sphères, il y a des obligations catastrophes qui peuvent venir en jeu. Il y a plein de mécanismes financiers là, qui viennent protéger les assureurs. Mais il faut que, dans le cas des catastrophes, selon moi, il faut que l'État intervienne. Puis là où j'ai plus de difficultés, puis ça, c'est encore une fois très personnel, c'est que si on laisse les assureurs privés faire tous les profits, puis nous autres, on se ramasse avec toutes les pertes, ça ne tombe pas de bon sens non plus. C'est pour ça qu'on a créé en 2020 la mutuelle des municipalités du Québec, là, qui est le fonds d'assurance aujourd'hui, parce que les assureurs se poussaient avec l'argent des municipalités parce qu'ils faisaient des profits. Nous autres, on se dit, bon, OK, on va regarder pour nous autres. Puis aujourd'hui, bien, ça montre que ce modèle-là fonctionne. Pas dans tout, mais quand c'est un risque qui est compliqué, le modèle d'auto-assurance, selon moi, est le meilleur parce que c'est ça qui coûte le moins cher. Super. Super. Merci. C'est très éclairant. On est 4, donc je ne sais pas s'il y a des dernières interventions de la part de Audrey ou de Rivelli. Non, je pense que c'est très clair. Ouais. C'est préoccupant, mais c'est clair. Oui, merci Bernard. Puis à vrai dire, je trouvais ton comparatif aussi avec les incendies dans les maisons éclairant aussi. Puis là, c'est une question ouverte. Là, je pense pas que je te demande pas une réponse parce que je sais que c'est hors champ de tes études. Mais tu sais, je me dis, avec le temps, on a fini par sensibiliser les gens justement à l'investissement dans leur demeure en prévention d'incendie, tu sais, les détecteurs, mais aussi les matériaux utilisés, tu l'as nommé. Donc, je me dis, est-ce que c'est aussi pas juste, mais en tout cas,
entre autres, une question de temps qu'il faut investir pour changer les mœurs, changer, tu sais, je sais que c'est un peu dommage parce que l'urgence, elle est là, puis les besoins sont là, mais tu sais, c'est aussi quelque chose qui va probablement venir, c'est ça, de par c'est ça, le temps, la répétition, la Mm. sensibilisation constante. Moi, j'ai encore des souvenirs là, de campagnes de sensibilisation dans les villages dans les années 80 avec les Ouais. grandes pancartes Mm. Faites attention au feu sur les poêles et tout ça. Tu sais. C'est le genre de choses qu'on voit moins parce que peut-être, tu sais, justement, on a développé, soit par des matériaux, soit par des installations, tu sais, des nouvelles façons de faire qui font en sorte que c'est un peu moins à risque. Donc, tu sais, peut-être que c'est plus une question de storytelling puis de sensibilisation qu'il faut développer autour de ces questions-là aussi pour que les parties prenantes embarquent dans le processus. Oui, ben, tu sais, c'est un des quatre rôles des municipalités, c'est ça, c'est la sensibilisation. Mais tu sais, encore une fois, si tu n'es pas incité à le faire, tu vas le faire, tu sais, tu vas mettre tes énergies ailleurs. Tu sais, puis, tu sais, quand je les écoute, là, je les comprends. Tu sais, j'étais plus que 25 ans assis à côté d'eux autres, là. Je comprends très bien, tu sais, un élu, là, il est bombardé à tous les jours de toutes sortes de choses. Fait que, tu sais, s'il n'est pas obligé de s'occuper des inondations, on va s'occuper d'autres choses. Mais il faut qu'il y ait ce mouvement-là, je suis entièrement d'accord avec toi, il faut qu'il y ait un mouvement de sensibilisation, mais il faut que ça devienne assez important pour que, puis là, je pense qu'on va y arriver, là, tu sais, les catastrophes, puis là, moi, tu sais, mon dada, c'est les inondations, mais effectivement, un feu de forêt, tremblement de terre, glissement de terrain, tu sais, les sécheresses, tu sais, on n'a pas fini, là. On n'a pas fini. Fait que c'est sûr qu'il va falloir s'en occuper. Bon, sur ces mots qui semblent Oui, de faire une belle conclusion, tout à fait juste. Je pense on va se dire qu'on a fait le tour. oui. Et que OK. merci beaucoup, Parfait. Bernard, c'était très OK. éclairant.